Bonjour à tous, nous sommes le 8 mars 2016, c'est le premier jour du Carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire à Rennes. Et c'est un premier jour un peu particulier car c'est la 20e édition de ce grand rendez-vous de l'agroalimentaire français qui a commencé, qui a ouvert ses portes en 1997. Et pour cette 20e édition, nous avons une première. Et cette première, c'est un plateau télé sur lequel nous sommes réunis aujourd'hui. Et nous inaugurons ce plateau télé tous ensemble pour cette première table ronde. Et merci donc aux organisateurs du salon pour nous avoir permis de nous réunir autour de cette table. Et merci à nos invités d'avoir accepté et répondu à l'invitation. Alors, qu'avons-nous choisi comme thème de débat? L'emballage au service de la gastronomie et les relations entre les technologies d'emballage et la gastronomie. Et je suis Henri Saporta, je suis rédacteur en chef d'Emballage Magazine. Et nous avons consacré notre numéro de mars à la tentation gastronomique. Et au cours de ce débat, nous allons aborder d'une façon un peu plus détaillée les différents usages et les différents aspects de la technologie de l'emballage au service de la gastronomie. Donc le moment est venu de présenter nos 5 interlocuteurs et nous avons défini 5 grandes étapes pour progresser dans notre débat. Nous commencerons avec Thierry Varlet, à ma droite, qui au sein de Bresspac est spécialiste de l'emballage, et nous allons aborder la science au service de la gastronomie. Bonjour, merci de l'invitation. Donc effectivement, je présenterai un projet de recherche qui nous permet de simuler le comportement de la conservation grâce à l'emballage. À l'intérieur de l'emballage. Ensuite, nous aborderons la technologie au service de la gastronomie avec Christophe Charrois, et nous verrons, par exemple, des technologies telles que le sous-vide. Henri Saporta, bonjour, merci pour l'invitation. Effectivement, j'aborderai le thème de la cuisson sous vide ou dite à basse température, qui est quelque chose de très porteur pour le futur, pour le grand public. Et ce sera certainement quelque chose de très intéressant à développer ensemble. Merci. Ensuite, nous aborderons les fonctionnalités avec Christian Bénédicte. Oui, bonjour, de la société, merci pour l'invitation. De la société Micvac. Tout à fait. Et donc, nous verrons un outil étrange, la valve, qui est à la fois au service de l'industriel et du consommateur. Et du consommateur également. Très bien. Et ensuite, donc, faire des beaux produits avec beaucoup de technologie, c'est bien. Les apporter au consommateur, c'est très important parce qu'il faut qu'aussi le consommateur soit convaincu de la qualité du produit. Et donc, nous aborderons l'emballage de vente avec François Rioux, directeur de site d'une usine d'Emmalédier. Bonjour, Henri Saporta. Merci pour l'invitation. Je ne suis pas venu tout seul. Je suis venu avec Monsieur Cousin, notre client, avec qui on a développé en partenariat cet emballage. Et cet emballage, c'est un emballage de rillettes, de tourte des rillettes goronaises. Merci. Donc, je donne la parole à Thierry Varlet pour la science au service de la gastronomie. Alors, quel est ce projet qui permet de simuler ce qui se passe à l'intérieur de l'emballage? Alors, ce projet s'appelle MAPOPT, pour atmosphère modifiée et optimisation de la conservation grâce à cette atmosphère modifiée. Mais en préambule, je voudrais tout de même prendre 30 secondes ou une minute pour rappeler quel est le premier rôle de l'emballage autour d'un produit alimentaire, puisqu'on a tendance quelquefois à l'oublier. Et nos ancêtres, les Gaulois, comme on l'a appris à l'école, avaient bien compris qu'à partir du moment où on mettait un emballage autour d'un produit alimentaire, c'était essentiellement pour le conserver et pour améliorer les conditions dans lesquelles on allait pouvoir le conserver et donc consommer le produit alimentaire. Et le consommer, c'est le consommer dans les meilleures conditions qui soient. Donc quand on a commencé à faire des traitements par le sel ou des traitements ou l'utilisation de végétaux pour protéger un produit alimentaire, un morceau de viande ou un autre produit alimentaire, c'est bien pour que le produit alimentaire ait les meilleures propriétés gustatives, organoleptiques, hygiéniques. Et c'est grâce à cet emballage qu'on a ces propriétés qui sont conservées. Ce que vous voulez nous dire, Thierry, c'est qu'il y a toujours eu besoin de conserver les aliments. Et conserver les aliments, les grandes technologies, c'était le sucre, le sel,
le vinaigre, l'acide et les choses comme ça. L'emballage a amené d'autres technologies par la suite et d'autres solutions. Exactement, les salaisons, le fumage. Donc on continue d'utiliser certaines de ces techniques. Le poisson fumé, ça reste un produit que l'on consomme. Les produits de salaison, ce sont aussi des techniques de conservation. Et bien là, l'emballage fait partie aujourd'hui, au XXIe siècle, des techniques que l'on utilise pour conserver les propriétés intrinsèques du produit alimentaire. Et donc sur ce projet de recherche qui nous a permis de travailler sur les atmosphères modifiées, les compositions d'atmosphères modifiées. Alors qu'est-ce qu'est l'atmosphère modifiée? Alors, l'atmosphère modifiée, c'est l'utilisation d'autres gaz que les gaz que l'on trouve naturellement dans l'atmosphère. Donc dans l'atmosphère, naturellement, pour que nous respirions, nous avons une proposition que nous fait la Dame Nature, c'est de nous proposer 21% d'oxygène. Donc c'est ce qu'il y a comme composition d'oxygène dans l'atmosphère, et puis 78% d'azote, grosso modo. Et on sait qu'un produit alimentaire, lorsqu'il est mis dans ces conditions-là, donc à l'extérieur, eh bien, il va avoir une vitesse de dégradation, une vitesse d'altération. Et le fait de travailler avec des emballages qui permettent de modifier l'atmosphère, eh bien, on va changer cette atmosphère autour du produit alimentaire. On va par exemple enlever l'oxygène pour descendre à un niveau d'oxygène de 1% ou de 2%. Remplacer cet oxygène par un autre gaz, qui pourrait être un CO2, ou donc un dioxyde de carbone, ou le remplacer par de l'azote, qui est très présent dans la nature. Et en changeant les conditions d'air, de gaz autour du produit alimentaire, eh bien, on va changer la façon de se dégrader de ce produit alimentaire. Donc en changeant l'atmosphère autour du produit, vous changez la façon dont ce produit respire et échange avec son environnement, c'est bien ça? On change tous les métabolismes de fonctionnement du produit, que ce soit les métabolismes de la structure du produit ou les métabolismes de l'environnement du produit. Et quand je parle d'environnement du produit, par exemple, c'est la flore microbienne que je vais avoir autour d'un produit alimentaire. Puisque quasi tous les produits alimentaires dans la nature sont entourés, sont avec leur bagage microbien. Et donc l'idée, là, c'est effectivement de jouer sur l'atmosphère autour du produit pour changer les modes métaboliques autour du produit alimentaire et dans le produit alimentaire. Donc ce qu'on croit comprendre là, c'est que tous ces échanges sont extrêmement complexes, répondent à des mécanismes extrêmement complexes, et peut-être que pour la première fois, on est arrivé à modéliser ce qui se passe quand on modifie l'environnement d'un produit. Alors effectivement, là, on est parti sur des travaux de recherche très importants. Alors comment s'appelle ce projet? Donc il s'appelle MAPOPT. Et il a été développé par qui? Déjà, c'est un projet qui a été financé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. C'est un projet qui associe beaucoup de partenaires, des centres techniques comme l'Adria de Quimper et puis l'Adria de Normandie, qui associe des laboratoires de recherche universitaires, des gens de Montpellier, des gens de Bretagne, et puis le laboratoire national d'essai qui est souvent très présent dans de nombreux projets. Et sur cette base-là, nous avons travaillé à modéliser le comportement de bactéries. Donc il faut connaître déjà le mode de vie d'une bactérie, c'est pas simple. Donc là, on a travaillé sur 2 grandes souches de bactéries. Et puis aussi... Ces bactéries, c'est lesquelles? Donc il y a une Pseudomonas, et puis je vais avoir mon petit trou de mémoire, et une Listeria. Donc Listeria monocytogenes, une souche très connue, et une Pseudomonas, c'est Pseudomonas fluorescens, qui sont des bactéries à la fois avec des modes respiratoires avec oxygène, et une autre bactérie qui est avec un mode respiratoire sans oxygène. On parle de fonctionnement aérobie et de fonctionnement anaérobie, donc, ce qui nous permet d'avoir un éventail de modes respiratoires suffisamment large pour comprendre le mode de fonctionnement. La différence entre les deux, c'est quoi? Aérobie et anaérobie? Je vis avec oxygène, donc en aérobie, et je vis sans oxygène, et je suis heureux sans oxygène, puisque certains le sont, je suis en anaérobie. D'accord. Donc, cet outil de modélisation, il permet quoi? Alors, l'outil de modélisation nous permet, à partir de 4 grands types de produits alimentaires, 2 types de bactéries, de jouer sur le type d'emballage que je vais mettre autour de mon produit alimentaire. Donc je vais pouvoir choisir un matériau plastique, que ce soit un polypropylène, un polyéthylène, un complexe, PS, EVOH, PP par exemple. En tout cas, j'ai une liste d'une centaine de matériaux plastiques que je peux tester. Ces matériaux sont barrières, ils peuvent être... barrières ou non barrières, barrières à l'eau, barrières à l'oxygène, barrières au gaz d'une manière générale. En fait, chaque matériau plastique est qualifié. Et je vais pouvoir déterminer les dimensions du matériau plastique que je vais mettre autour de mon produit alimentaire, avec 4 grands produits alimentaires. Là, on a des simulations qui se font sur des fromages, sur du poulet, sur du poisson. Et puis, on a un aliment un peu mixte qui nous permet de faire des tests croisés. Un plat cuisiné? Un plat cuisiné, par exemple. Et avec ce petit logiciel qui a été
proposé et calculé, puisque c'est un véritable système de calcul qui nous est proposé là. Je peux jouer sur les matériaux que je vais choisir, les épaisseurs de ces matériaux, les surfaces d'échange, les dimensions de ce matériau, donc la dimension de l'emballage en gros, l'épaisseur de l'emballage, et faire varier mon mélange gazeux autour du produit alimentaire, donc jouer sur la composition en oxygène, la composition en CO2, définir une quantité de bactéries que je peux avoir initialement sur le produit alimentaire, et là j'appuie sur la touche exécuter, et immédiatement j'ai les courbes de croissance de mon modèle, et la quantité de bactéries qui sera présente au temps de conservation souhaité. Donc si je veux faire un test sur 21 jours, je vais indiquer que sur 21 jours, à 5 degrés de température, eh bien, je vais faire ce test-là avec mes pseudomonas, eh bien, je saurai combien j'aurai de pseudomonas à 21 jours. Alors pour avoir vu une restitution de cette étude, j'ai jamais vu autant d'équations de ma vie sur un PowerPoint. Donc il y a beaucoup de recherches et d'analyses de phénomènes qu'on ne connaissait pas du tout ou qu'on connaissait plus ou moins. Alors, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est la pluridisciplinarité en fait, des acteurs, puisqu'il s'agit de connaître le comportement des bactéries d'un côté. Donc, il nous faut des logiciels qui simulent le comportement des bactéries. Il nous faut aussi connaître les problèmes de perméabilité sur les matériaux d'emballage. Donc, il a fallu travailler avec des spécialistes des matériaux d'emballage. Mais tout ça, ça ne correspond en fait qu'à 2 éléments avec lesquels on savait jouer à peu près jusqu'ici. Mais il nous faut aussi travailler sur les types d'aliments. Donc, connaître le mode métabolique d'un comportement, d'un acide gras, d'un sucre, d'un composé éventuellement légèrement alcoolisé. Et puis, associer avec tout ça le comportement des gaz au contact de tous ces ingrédients que je viens de citer. Les interactions se font dans tous les sens. Les interactions se font dans tous les sens. Et, je n'ai pas terminé, on y rajoute la composition en eau autour d'un système et la température. Parce que la température a une importance considérable. Donc la température du process de conservation et ainsi de suite. Voilà, on peut travailler sur une température à la fois qu'on appelle statique. On va dire que le produit est travaillé à 5 degrés du début jusqu'à la fin, de l'usine jusque chez le consommateur. Mais on peut jouer aussi sur des températures dynamiques et faire varier ces températures à différents moments de la vie du produit emballé. Alors cet outil va servir à quoi concrètement? À qui est-il utile? Est-ce que c'est un outil de laboratoire? Est-ce que c'est un outil d'industriel? Est-ce que ça peut servir aux rillettes goronaises? Donc on a voulu faire, et c'est un peu ce que j'ai voulu apporter, mais ce sera difficile à montrer à la caméra, mais l'interface est une interface très simple. En fait, j'ai une quinzaine d'éléments à renseigner et un bouton exécuter. C'est un masque de saisie. C'est un masque de saisie qui avec, interroge une base de données. Voilà. Tout le calcul est caché derrière, évidemment. Et le but, effectivement, c'est pas que ce soit non plus un objet Père Noël en disant je clique dessus et d'un seul coup j'ai la réponse, mais c'est vraiment un utilitaire qui nous permet aussi de comprendre le fonctionnement et d'éviter ce que les industriels connaissent comme étant des phases très coûteuses, qu'on appelle les fameux tests de vieillissement. Donc d'éviter des tests de vieillissement en pagaille qui sont longs, tests de vieillissement, c'est-à-dire qu'on voit comment le produit évolue au fil du temps, qui sont coûteux parce qu'effectivement je suis obligé de multiplier les essais par 5, par 10 pour vérifier en fonction de tel emballage, de telles conditions de conservation, de tel type de bactéries. À chaque fois, je fais des tests de vieillissement et là, ça nous permet de comprendre le fonctionnement du produit en évitant toute une partie de ces tests de vieillissement. Ça n'empêchera pas de faire les tests au final pour valider que le produit est bien compatible avec ce que l'on souhaite, mais en tout cas, ça va nous enlever une grande partie de ces tests de vieillissement. Et il pourra être utilisé à la fois par des industriels, je pense à monsieur des rillettes goronaises, on pourra utiliser ce type de test directement, peut-être avec une petite aide pour travailler sur les interfaces et comprendre effectivement si là il faut plus réfléchir sur une pseudomonas sur des rillettes ou sur une listeria sur des rillettes. C'est peut-être ce genre de questions qu'on va se poser ensemble à un moment. Donc un peu de compétences extérieures, mais le but c'est effectivement que ce soit utilisable par le plus grand nombre d'industriels possible. Donc aujourd'hui il y a énormément d'étapes de la chaîne de l'emballage qui sont numérisées, qui sont rentrées dans l'ère de la simulation. Et là aujourd'hui on a cet outil de simulation du tout début du processus de conception d'un emballage qui est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Exactement. Et ce projet-là a été présenté pour la première fois au fin septembre. En fait, les premiers travaux de restitution, c'est depuis la fin du mois de septembre. Je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on le présente auprès d'un public industriel, c'est extrêmement apprécié. Et les demandes aujourd'hui, c'est de dire on a travaillé sur 2 souches de bactéries,
On a déjà les connaissances sur quasi la totalité des souches bactériennes qu'on utilise, qui sont présentes dans l'agroalimentaire. Et le but, ça va être maintenant d'ouvrir au plus grand nombre de souches de bactéries, d'ouvrir au plus grand type de matériaux d'emballage aussi, puisqu'on en a une centaine, mais chacun y va de son nom de marque ou de sa perméabilité, et ça va être de travailler sur tout ça. Et puis sur 4 produits alimentaires aujourd'hui, le but ce sera de travailler sur un plus grand nombre de produits alimentaires, et ça va nous donner quelque chose d'assez extraordinaire. Merci Thierry, donc c'est une plateforme de développement qui va s'enrichir au fur et à mesure des usages. Exactement, et la suite, dès le prochain financement public, pour aider ce genre de développement. Avec le soutien éventuel d'industriels intéressés. Exactement. Merci Thierry. Donc, nous allons passer maintenant avec Christophe Charrois, un sujet qui n'est pas si loin parce que vous êtes PDG de Multivac France et c'est une entreprise qui est un spécialiste et du sous-vide et de l'atmosphère modifiée. Donc, ce qu'on voulait aborder ensemble, c'est la technologie au service de la gastronomie et c'est en quoi les technologies de conservation telles que le sous-vide sont au service des produits alimentaires. Et je crois que vous avez dans ce domaine-là une passion qui est la cuisson basse température et vous pensez que cette technologie peut apporter beaucoup de choses, y compris chez le consommateur dans sa cuisine. Alors en effet, je vais vous parler de cette application qui est très spécifique, qui sort un peu des sentiers battus de l'emballage qui est notre cœur de métier. Le sous-vide sert initialement ou généralement grâce aux machines à cloche à conserver. En particulier quand la conservation de la viande à toutes les échelles, à tous les niveaux que ce soit. Pardon, et le sous-vide a été une révolution pour les grands chefs français et on a connu toute l'ère des plats sous-vide et de la cuisine des chefs qu'on avait à la maison. Donc c'est un des thèmes qu'on a abordé dans le numéro, c'est-à-dire que les relations entre l'emballage et les chefs, elles datent déjà des années 70. Tout à fait. Et ça a été amené par le sous-vide. Tout à fait, tout à fait. Quelques pionniers qui sont français ont expérimenté et découvert, en fait, à l'aide de grands chefs, cette technique de la cuisson sous vide. En fait, le terme sous vide est peut-être mal approprié. Techniquement, oui, c'est de la cuisson sous vide. En réalité, c'est le moyen de faire de la cuisson à basse ou juste température. Alors souvent, dans le vocabulaire, on confond l'atmosphère modifiée et le sous vide. La différence, c'est que l'atmosphère modifiée, il y a de l'air modifié, une composition gazeuse. Le sous vide, on enlève l'air. Voilà, tout à fait. Et là, on supprime les échanges gazeux ou on les réduit au minimum. C'est bien ça. Tout à fait, exactement. Exactement. Ce qui permet les grands avantages que les chefs ont tout de suite reconnus, c'est que d'abord, il faut partir d'un très bon produit à l'origine. Alors, on dit souvent que l'emballage ne peut pas améliorer un mauvais produit, mais que dès que le produit est bon, l'emballage peut faire beaucoup de choses. Voilà, c'est ça. Vous êtes dans cette dynamique. Tout à fait. Et en fait, la cuisson à juste température conserve en fait les valeurs organoleptiques, les structures, les textures, les goûts, les vitamines. Et c'est pour ça que c'est un thème, je pense, qui quittera les cuisines des grands chefs à l'avenir et qui trouvera des applications dans le grand public assez rapidement, ce que l'on observe déjà dans quelques pays. Alors, la cuisson basse température, c'est quoi? C'est par rapport à je mets mon four à 210 et je crame mon poulet ou on peut faire mieux? Alors, je me permets de rebondir justement sur mon interlocuteur avant, Thierry. Une des bases des températures, de basse température, sont justement les températures données par les microbes que l'on cherche à éliminer. Donc il y a des températures minimum à dépasser impérativement pour ne pas empoisonner ses convives. Donc ça, c'est déjà une température minimum. Donc ça, ce sont les pathogènes, à dépasser, voilà. les germes sporulés, voilà. Enfin des tas de trucs. Et ensuite, la juste température, eh bien, c'est l'effet, le résultat de l'expérimentation, de l'empirisme, du goût, du gustatif. Et donc, les légumes, on les cuira plutôt entre 85, 82 et 90 degrés, alors que des poissons, des viandes, selon les types de structures de viande et de structures moléculaires, on aura des températures entre 50, 60 ou 70 degrés, selon, et chaque recette peut être adaptée pour obtenir l'optimum gustatif souhaité. Donc, c'est une combinaison entre une technologie d'emballage et un mode de cuisson avec des barèmes à respecter en quelque sorte. Voilà, des températures et des temps. Alors pour le réaliser, il faut quelques équipements. Alors, il faut commencer par une machine à cloche qui permet de mettre sous vide. Alors qu'est-ce qu'une machine à cloche? Bon, certains appellent ça une sous-videuse. Alors il y en a des toutes petites qui sont peut-être la surface de ce PC et cette hauteur-là. On peut avoir une machine à cloche chez soi en tant que particulier? Si on a un peu de place, on peut sans problème. Oui. J'en ai une et je pratique très très régulièrement. Chez vous? Chez moi, oui. D'accord. Oui. Donc il faut mettre sous vide. Ensuite, il faut avoir des sacs de bonne qualité.
Alors ça, ce sont des sacs barrières, des sacs, des avec sacs des de fonctionnalités. cuisson ou des sacs de conservation, voire des sacs de cuisson rétractables qui permettent, par exemple, si vous faites du foie gras, de le conserver lors de la cuisson, de conserver sa forme. Et pas que le sac s'étale et que vous trouviez près une marque de foie gras à la fin de la cuisson. Et ensuite, vous devez avoir un moyen de cuisson. Alors nous, on a ce qu'on appelle les thermoplongeurs, c'est-à-dire c'est un bac avec une résistance et un système qui permet de programmer la température au dixième de degré près. Ou alors, on peut cuire dans un four à vapeur au degré près et vous contrôlez votre cuisson à cœur avec un simple thermomètre industriel et puis une sonde, et ce qui vous permet de suivre et de suivre et de manager le process de cuisson de A à Z. Ce qu'on peut imaginer dans un avenir très proche, parce qu'on est dans l'ère des objets connectés, de la cuisine connectée, on pourrait imaginer d'avoir des appareils de cuisson, de remise en température, avec des barèmes tout près qui pourraient être mis en œuvre par l'emballage et un code barre ou un QR code qui indiquerait le bon barème, la bonne température, la bonne durée. Il y a déjà une réalisation sur le marché depuis octobre qui le fait, qui est le concept chef cuisine. Oui. C'est un peu le principe Nespresso. Ce sont des machines de remise en température que l'on peut acheter via Internet et ainsi que les plats cuisinés. Et ces packaging ont une puce RFID qui va dire à la machine quelle température et quel temps de cuisson, de remise en température, ces produits ayant été cuits sous vide auparavant. Et là, on peut dire réellement que c'est la gastronomie à la maison. Tout à fait. C'est-à-dire que les ingrédients sont bons, la recette est bonne, et si on respecte toutes les conditions de mise en œuvre, on obtient un plat de haut niveau. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est assez magique. Je prends juste un petit exemple, si vous le permettez. Prenez un morceau de filet de cabillaud blanc et vous le cuisez normalement soit au four à 140 degrés ou 160 ou dans un bouillon à 100 degrés. Vous allez avoir un résultat certes appétissant, mais le poisson va être blanc, va être un peu dur, un petit peu fibreux. C'est ce qu'on appelle matraquer le produit, en quelque sorte. Le cuire à forte haute température. Et si vous le cuisez à basse température, vous allez avoir une structure onctueuse, cuite, mais extrêmement agréable au palais et avec des goûts et des textures très intéressantes. Et ça, à chacun de se tester la bonne température et au temps de cuisson et aux épices qu'il faut. Est-ce qu'on peut faire un œuf dur avec cette technologie ? Non. Ce sera difficile. Si vous mettez l'eau à 100 degrés, oui. En revanche, vous connaissez beaucoup de cartes de chefs qui proposent l'œuf parfait, qui est l'œuf à 64 degrés. Certains prétendent plutôt que 63 degrés 8 dixièmes est mieux. Et à ces températures-là, votre œuf, peut-être dans 50 minutes, vous allez avoir un œuf dont le jaune va être coulant, ni dur ni liquide. Il va être moelleux en fait. Et le jaune blanc va tout commencer à se structurer et à durcir. Et cela sur une belle assiette avec un petit potage ou quelques légumes, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais tout simple à faire. Donc on a un œuf de ferme, voilà, par l'éleveur qu'on connaît. On fait ça avec cuisson basse température, juste la cuisson parfaite, et on a un œuf qu'on n'a jamais pu connaître auparavant, c'est ça. Voilà, tout à fait. Alors, ce que vous avez expliqué, ça convient pour les viandes, ça convient pour les volailles, ça convient pour le poisson, ça convient à tout type d'aliments. Il y a des recettes peut-être à développer et à concevoir pour chaque type d'aliment. Tout à fait. Il y a des centres de recherche comme le CREA ou d'autres dont la vocation est d'aider les chefs à découvrir des nouveaux goûts, des nouvelles textures. Et il y a beaucoup à développer dans ce domaine-là. Alors Multivac est une entreprise d'origine allemande qui est connue pour ses thermoformeuses et ses operculeuses. Est-ce que tout ce qu'on vient de dire, ça peut ouvrir la voie à une nouvelle génération de machines qui passerait peut-être de l'usine à la cuisine ? Je répondrai que ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Donc, nous verrons. Nous verrons, exactement. Surprise. Merci, Monsieur Charrois. Je vous en prie. Donc, maintenant, nous allons passer aux fonctionnalités au service de la gastronomie avec Christian Bénédicte de la société MICVAC. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation de MICVAC ? MICVAC, c'est deux noms rapprochés, micro-ondes et vacuum, en fait. On crée un vide et on le crée dans un tunnel micro-ondes. Pour être précis, à 440 watts, un de nos 3 brevets MICVAC, c'est 3 brevets mondiaux. Donc, un, c'est le tunnel à micro-ondes. Donc, la deuxième partie du nom, VAC. D'accord. Donc, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, on est dans la continuité, c'est-à-dire que le point commun, c'est que pour les aliments, peut-être que le plus important, c'est de chasser l'air. Tout à fait. Ou de moins, de le contrôler du mieux possible. Oui. Alors, qu'est-ce qu'apporte MICVAC aujourd'hui sur le marché ? Alors, MICVAC aujourd'hui, c'est une valeur ajoutée en termes de qualité des produits frais
pour l'industriel, mais aussi pour le consommateur. Le valve permet d'évacuer l'air. Alors, vous pouvez le montrer. Il y a une petite valve noire, ça c'est un des 3 brevets mondiaux. Le deuxième, c'est la barquette qu'on appelle la flex tray, donc la barquette flexible en français. Et le troisième, c'est le tunnel. La valve a 3 fonctionnalités aujourd'hui. La première fonctionnalité, c'est qu'elle permet à l'industriel de conditionner par portion, plus en batch, mais par portion tout simplement. Après un scellage, le plat passe dans ces fameux tunnels micro-ondes. Et toutes les molécules d'air, l'oxygène méfaste dont a parlé M. Schraroy, seront ôtées. Donc, quand il n'y a plus d'oxygène dans le plat, on garde les antioxydants et ainsi les couleurs et les aspects nutritionnels. Et c'est bien démontré aussi par les tests que nous avons fait faire. Donc, alors, pourquoi ça garde les qualités nutritionnelles et gustatives? Quelles sont les raisons techniques? La raison technique pour que ça garde les qualités, on va dire, nutritionnelles, c'est qu'on passe à une cuisson très très courte. C'est vraiment on va dire, une chauffage qui se fait dans le tunnel micro-ondes très très courte qui fait qu'on ne va pas casser les oligo-éléments, les parties nutritionnelles du plat. Les micro-ondes, c'est les mêmes qu'à la maison, que le four à micro-ondes, ou c'est un micro-ondes bien particulier? Ce qu'il y a l'industriel, c'est un outil industriel digne de ce nom. Mais après, on passera sur le parti consommateur après. Dans le foyer, le plat va se chauffer comme n'importe quel autre plat cuisiné, à quelques exceptions près. Il y a quelques années, on a vu la grande tendance de la cuisson dans l'emballage, du cook and pack. On est dans une technologie de ce type. Oui, on peut dire, tout à fait. On remplit, on scelle, et après le cuisson au micro-ondes et la barquette tire au vide. Ça, c'est la première fonctionnalité de la valve. Alors, tire au vide parce que la valve laisse échapper... Elle laisse automatiquement échapper la valve. J'ai une vidéo que j'aurais pu vous montrer, mais c'est pas... ça, je montrerai une autre fois. Elle tire au vide tout seul la barquette du parti haut et du parti basse, qui fait que l'industriel, il a un plat sous vide. Alors, pourquoi il y a beaucoup de technologies? Parce que la barquette s'appelle flex tray, parce qu'il y a beaucoup de tension qui se crée. Parce que, oui, tout à fait. Il y a une sous-pression qui se crée du fait qu'on ôte l'oxygène. Et il faut que le scellage tienne aussi. Il ne faut pas que le s'en aille. Absolument. MICVAC, c'est quand même 10 ans avant de déposer le brevet, c'est 4 ans de recherche. Oui. Et depuis, c'est 12 ans de travail pour assurer que tous les parties sécurité alimentaire, homologués, qualité et tout ça sont conformes. Donc aujourd'hui, nous avons une vingtaine de clients, 22 clients dans le monde entier qui produisent et qui ont opté pour cette technologie qui complète bien ce qui se trouve sur le marché aujourd'hui. Alors le type de plat de vos clients, le type de plat typique, c'est des choses qui sont cuites rapidement. On conditionne de poissons frais, de fruits de mer frais, ça peut être volaille. Ça peut aussi être du filet de veau et beaucoup de moules. Le concept, à son début, était développé pour la conservation des moules. D'accord. Les moules, c'est difficile à conserver. Très difficile à conserver parce on peut les gazer, mais ils sont très sensibles à l'acide du gaz. Donc, à nos tout débuts, le concept était développé pour conserver des moules qui étaient produits dans le fjord, des moules de corde produits dans le fjord suédois. D'accord. Et là, ça a allongé considérablement. Absolument. On est sur le DLC. On est sur le DLC de plus courte, ça va être 30 jours, et puis je dirais jusqu'aux 8 semaines. Ça dépend du produit qui est dedans. Les propriétés bactérielles de ces produits. Alors en général, on dit que les produits de la mer, c'est ce qui est assez difficile à conserver. Oui. Une fois qu'on sait faire ça, on sait faire beaucoup de choses. On sait faire beaucoup de choses, et on fait. Le fabricant, il fait de l'assemblage. Il a presque plus à cuisiner, sauf s'il veut une sauce qu'il fait d'avance. Une purée de pommes de terre, là c'est un filet de carrelé avec purée de pommes de terre. Bien sûr, il faut pré-cuire ses pommes de terre. Mais sinon, beaucoup de choses, tout ce qui est pâte, certains riz, pratiquement tous les légumes se conditionnent crus avec leurs autres ingrédients. Et juste pour revenir à la dernière point du fait que ôter l'oxygène, c'est qu'on essaye ou on garde au maximum les couleurs. Parce que le fait qu'on enlève l'oxygène fait qu'on
on sauvegarde les antioxydants quelque part. Oui, alors il y a une histoire qui est intéressante avec le développement du sous-vide dans la viande. C'est que quand Charel a lancé les Dopac, pour ceux qui connaissent il y a quelques années, le fait de mettre la viande rouge sous vide entraînait le changement de couleur de la myoglobine, si j'ai bien compris. Donc la myoglobine devenait marron. Et donc les consommateurs, en ouvrant l'emballage, trouvaient que ça avait un drôle d'aspect, alors que c'était un processus naturel. Oui, tout à fait. Et donc la marque, au début, ça a été un peu compliqué de convaincre le consommateur. Donc l'idée, ça a été de mettre l'emballage aluminisé et mettre une belle photo qui montrait la couleur de la viande. Parce que la technologie respectait la couleur. Parfois, la couleur n'est pas forcément celle qu'on attend. Tout à fait. Pour vous, c'est quelque chose d'important. Les donc, couleurs sont montrer importantes. le produit. Ça fait partie de notre aspect marketing. Aujourd'hui, de plus en plus, certaines marques souhaitent voir le produit. Donc, en termes de marketing, parce que vous avez abordé ça aussi en préambule, le plat, il peut se poser comme ça en rayon. D'accord. Ou carrément comme ça. Donc vous avez pensé au facing et à la présence en rayon. C'est l'idée, oui, tout à fait. Et c'est aussi ce que nous disent tous nos contacts dans la distribution, que de plus en plus, le client il souhaite voir le produit, de nos types de produits, bien sûr. Oui. Alors, vous êtes sur des systèmes où la technologie est au service des produits. Et parfois, la technologie, surtout en France, où on a des relations assez parfois compliquées avec l'alimentation, est-ce que ça peut entraîner une autre perception? Donc je fais un peu allusion à la malbouffe, mais est-ce qu'à un moment ou l'autre, comment il faut vendre ces technologies pour qu'elles soient bien perçues par le consommateur comme étant un plus et non pas, par exemple, un gadget? Alors nous, notre philosophie de travail de tous les jours, c'est notre rôle, c'est d'améliorer le quotidien pour les gens qui sont consommateurs de plats cuisinés. Donc vous fournissez une solution complète. Tout à fait. Et on va jusqu'où la cuisine, on va dire, jusqu'où le partie cuisine chez les clients. Enfin, c'est le client final, c'est le consommateur qui va profiter de la valve. Il n'a plus à percer ou plus à ôter l'opercule pour mettre en micro-ondes. Mais la valve va émettre un sifflement une fois que le plat est uniformément chaud. Ce sifflement, c'est quoi? C'est un phénomène physique? Vous avez mis un sifflet? Comme ça, oui, tout à fait. Donc c'est un sifflement aigu qui s'entend. Qui dit « je suis chaud partout ». D'accord. Et uniformément chaud et à travers du plat, parce qu'on sait tous qu'un micro-ondes, ça chauffe guère plus que 20 mm. Donc le fait qu'on la tire au vide fait qu'on pénètre partout et que l'opercule reste permet de deux choses, c'est-à-dire chauffer uniformément, parce qu'on est en sous pression. De réchauffer l'ensemble du plat. Réchauffer l'ensemble. On est sous pression, donc ça chauffe de façon uniforme. Et le consommateur ne met pas partout dans son micro-ondes non plus, parce que le plat reste fermé. Donc il n'y a pas de risque à l'usage, la barquette ne peut pas Non. La valve va fonctionner dans l'autre sens. Tout à fait. Donc vous avez inventé une valve à double usage. Tout à fait. Donc, et le troisième aspect de la valve, c'est qu'elle permet aux consommateurs, en fait, c'est ce qu'ils nous disent dans le panel consommateur que nous faisons régulièrement. Les consommateurs disent qu'à l'œil nu, désormais, ils voient que le produit est étanche et que la sécurité alimentaire est respectée. Donc ça, c'est le troisième aspect, on peut dire, de quelque part. Ça, c'est la vérification à l'œil. Si le film est tendu, c'est que forcément, il n'y a pas de... Tout à fait. Il n'y a pas de fuite. En usine, vous faites un contrôle d'étanchéité? Absolument, oui. On vérifie tous les plats sont mesurés à l'œil et puis il y a des badges qui sont mis à côté. Voilà. D'accord, merci. Est-ce qu'il faut expliquer tout ça sur l'emballage? Sur l'emballage de vente? Ça, c'est le grand défi. Comment puisse-t-on transmettre tout ce que je viens de vous dire sur un emballage? En quelques mots, en quelques logos. Alors, nos clients en Belgique essayent de le faire avec des descriptifs. On est bien sûr sur un marché où on communique un peu sur la naturalité du produit, sur le sens addictif, etc. Mais votre raisonnement est tout à fait à sa place. Difficile de communiquer le fait que maintenant on change de cap. Et est-ce que vraiment, on abordait tout à l'heure la question des objets connectés, est-ce que vraiment la clé, elle n'est pas là? C'est-à-dire qu'on peut mettre un mode d'emploi sur un carton, on peut sur un pack, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des dépliants, on peut faire un site internet, on peut faire beaucoup de choses. Mais est-ce que automatiser le processus et rassurer le consommateur quant au résultat, c'est peut-être pas une voie vraiment d'avenir et pas si compliquée à mettre en œuvre? Qui se lance?
Je veux bien, parce qu'il y a un autre projet sur lequel on travaille, alors toujours au niveau de Bresspac, qui est le réseau des industriels, où on essaye d'apporter des solutions pour les industriels. Et cette notion d'emballage connecté ou d'emballage 3.0 tel qu'on le définit aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est de pouvoir dire aux consommateurs, ben là, vous n'achetez pas en fait une barquette plastique avec un produit a priori sous vide, mais vous achetez un véritable produit alimentaire élaboré avec des qualités organoleptiques qui sont importantes et avec une méthode de conservation et de mise en œuvre du meilleur niveau qui soit. Alors Thierry, vous avez une bonne idée cette année, c'est-à-dire que vous avez l'usine agroalimentaire du futur depuis 5 ans, et cette année, vous avez choisi l'emballage. Oui, c'est le thème de l'année, pour le 20e anniversaire du CFIA, effectivement, de prendre l'emballage comme thématique de l'usine agroalimentaire du futur. Donc il y a plein d'innovations qui sont présentées. Celle dont je viens de parler sera présente également, cette notion d'emballage connecté. Et l'idée demain, c'est, je vois un QR code sur l'emballage de Christian Bénédicte, là, c'est que le consommateur, avec son smartphone, puisse, dans le rayon ou chez lui, juste placer son smartphone devant l'emballage et qu'on puisse lui raconter effectivement tout ce que monsieur vient de nous dire, sans qu'il ait à lire les petits caractères écrits en trop petit pour les plus de 45 ans, mais c'est la réglementation européenne qui veut ça, et qu'on ait véritablement l'information attendue. Est-ce qu'il y a du gluten dans le produit? Est-ce qu'il y a des allergènes dans le produit? Et pourquoi est-ce que le produit présente cette image-là? Eh bien, c'est d'avoir toute cette explication-là. Comme aussi, on pourrait nous dire d'où vient le produit et jusqu'à quelle date il sera réellement consommable si jamais il a subi, je sais pas, un choc thermique, par exemple. Donc ça, c'est tout l'aspect information sur la provenance du produit. Oui. Et ensuite, il peut y avoir toute l'information sur l'utilisation et la mise en œuvre, c'est ça? En fait, c'est vraiment de se servir de l'emballage comme un média, un véritable média, et pas seulement un média statique, mais d'en faire un média dynamique. Et c'est là, pour moi, le rôle de l'emballage que l'on est en train de développer dans les années qui viennent. Oui, c'est tout à fait intéressant avec des flashcodes, etc. Donc il y a plein de possibilités. Il faut dire qu'on se retrouve quand même étant fabricant, on est de la partie technique et la partie marketing, on essaie d'inspirer nos clients avec toutes les idées qu'on a, mais nous sommes des techniciens et c'est notre métier. Voilà. Et après, on essaye de venir en appui de nos clients en termes de marketing et ça marche plutôt bien. Est-ce qu'aujourd'hui, Christophe Charrois, il faut encore faire de la pédagogie autour du sous-vide? Est-ce que c'est quelque chose qui est connu ou encore il faut encore expliquer et encore Non, c'est une vieille technique, mais qui est cantonnée encore dans les écoles de cuisine, dans les CFA, dans le monde des professionnels. C'est quelque chose d'assez connu. Il n'existe pas encore de livres ou très peu de livres. Certains se font traduire. Je crois un des premiers est mentionné dans Emballage Magazine, qui explique la technique de façon avec des mots simples pour tout le monde et avec les recettes pour pouvoir essayer. Donc là, il y a un gros effort à faire aussi de communication et d'explication de la technique. Nous, ce qu'on a compris, c'est que c'est une technologie maintenant ancienne, mais que vous fondiez beaucoup d'espoir pour l'avenir et sur de nouvelles applications et de nouveaux développements. Oui, on travaille à démocratiser, à rendre plus accessible au public, parce qu'on pense vraiment que c'est un trend, quelque chose qui va venir. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer à l'aspect marketing, c'est-à-dire justement comment on peut vendre peut-être une technologie ou un bon produit à un consommateur. Alors, pour faire notre dossier d'Emballage Magazine, on s'est dit, bon, on est en France, c'est la gastronomie. À Paris, il y a des grands magasins. Et donc, on a été faire nos courses à la grande épicerie et on a été choisir des produits pour leur qualité, mais aussi pour l'emballage. Et peut-être qu'on peut dire aussi que dans la gastronomie, il y a le plaisir des yeux et que c'est aussi un art de la table et qu'un emballage qui vend bien son contenu, il fait son boulot de vendeur et éventuellement de prescription. Donc je pense que c'est sur ce thème-là que vous avez travaillé tous les deux. Et il y a un sous-thème aussi qui est important, c'est que vous avez utilisé un matériau qui est le carton ondulé et qui est produit à l'usine de Montsûrs selon des technologies de process HACCP. C'est ça. Alors, est-ce que dans ce projet, c'est une dimension importante? Alors, dans le cadre de ce projet, oui, c'est une dimension importante. Alors, je rappelle, vous êtes François Rioux, vous êtes directeur du site de Montsûrs, des Melédiers.
Donc je reviendrai un peu plus tard sur la présentation de l'usine. Je laisserai la parole à M. Cousin. Dans ce projet, ce qui était important, c'était un produit qui pouvait être réchauffé. Et nous sommes partis sur la notion de contact alimentaire, alors qu'elle n'était pas demandée à l'origine, pour que le consommateur puisse remettre facilement la tourte au réfrigérateur et la ressortir le lendemain ou le surlendemain. Mais je vais d'abord laisser la parole à M. Cousin qui va expliquer comment est née cette tourte et quelles étaient ses prérogatives sur le sujet. Alors moi, quand je vois ça, je vois créé par les chefs Fabrice Sorin et Alexandre Arnaud. Quelque chose me dit que ce n'est pas un hasard. Voilà, tout à fait. Alors donc je vais vous expliquer un petit peu la tourte mayonnaise. C'était en fait une idée de France Bleu Mayenne, notre radio locale, qui avait lancé ce concours avec tous les chefs mayennais. D'accord. Il y a eu ce produit qui a été retenu. En fait, l'idée, c'était de trouver un produit. Donc vous avez répondu à un concours de créer une recette. Les chefs cuisiniers. D'accord. Moi, j'ai une petite entreprise agroalimentaire, je ne suis pas cuisinier. Et donc, ils ont créé ce produit. Et ce produit a été retenu. L'idée était de pouvoir véhiculer un petit peu un produit. Quand on va se déplacer hors de la Mayenne, on peut offrir des fleurs, mais on peut aussi offrir quelquefois un produit alimentaire. Et donc l'idée a été retenue. La tourte mayonnaise est née, complètement made in Mayenne, parce que tous les produits sont mayennais. Aussi bien le bœuf, y compris l'emballage. La Y pomme, compris l'emballage et surtout l'emballage. le fromage d'Entram et le pommeau qui est également mayennais. D'accord. Et nous qui fabriquons. Donc ils sont revenus vers nous un petit peu. Alors, moi j'ai une petite entreprise agroalimentaire. On n'était pas voué totalement à faire du plat cuisiné parce que c'est entre le plat cuisiné et la charcuterie. Vous êtes plutôt dans la charcuterie. Je suis plutôt dans la charcuterie. Et l'épicerie sèche, on va dire, ou la charcuterie, Charcuterie, vraiment. Ouais. Voilà, fraîche. Et là on a adhéré un peu à ce projet. On est venu, on avait un réseau de commercialisation. C'était aussi intéressant pour tout le monde. Et donc ces deux chefs m'ont sollicité et on s'est mis d'accord pour créer ce produit. Alors tous les produits, tous les ingrédients étaient mayennais. On s'est dit, il faut absolument trouver. On avait donc un partenaire quand même qui était déjà Emma Lindier, qui travaillait pour nous. On Donc est allé les la démarche trouver. locale était importante. Voilà, et on a finalisé un produit qui pour moi c'est assez sympa et qui se présente bien dans la GMS puisqu'on vend tous ces produits dans la GMS. Oui. Et on est très content. Et on ne peut pas dissocier aujourd'hui un produit agroalimentaire avec un emballage. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est incontournable. Un produit bien présenté a déjà un bout de chemin de fait, quoi, je veux dire, effectivement. Et nous, les Mayennais, là, ça marche très très bien. Hein. Ils sont assez fiers de promouvoir ce produit avec un emballage qui est pour moi sympa. Et qui est, même il y a des gens qui me disent on a du mal à le jeter. C'est étonnant. Hein, C'est une belle boîte. C'est une belle boîte. Hein. Mais pour moi, c'est indissociable. Donc, dans la conception, donc, vous avez industrialisé une recette de chef. Donc, vous l'avez mis en œuvre. Voilà, eux, ils ont trouvé, ils ont fait cette recette et nous, on l'a effectivement un petit peu industrialisée. Donc, il a respecté les ingrédients, respecté les intentions. C'est bien leur recette. Hein. Voilà. Et nous, on est les exécutants. Et est arrivé à un résultat répétable Complètement. et constant. Parce que le plus dur, vous savez, comme moi, dans l'agro, c'est évidemment d'avoir cette ligne de produits. Quand on est artisan, j'ai été artisan un petit peu, ça peut faire un peu ça. Voilà. Hein, dans une charcuterie, on a le droit de vendre du jambon des fois qui ne se tient pas, mais l'argument est donné. Là, il faut que ce soit répétable. Voilà, il faut que ce soit quand même toujours le même produit. Ce produit était une première pour vous, la conception, la fabrication? Totalement, ça a changé un petit peu notre métier. Donc vous avez tout appris en même temps? On a tout appris et on va monter un labo vraiment spécifique pour faire ce genre de produit. D'accord. Et donc, vous avez découvert aussi en même temps le rôle de l'emballage, alors? Parce que voilà, vous avez dit, si on veut que ça marche, il faut que ça soit totalement. bien... C'est là qu'on s'est rendu compte que l'emballage était très important. Alors, quand j'ai vu le produit, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre d'appellations. Alors j'ai vu un 53, je ne sais pas pourquoi il y a 53, mais enfin il y a un gros 53. Ah oui, Madine 53. On retrouve d'ailleurs. Madine 53. Et donc il y a des pictos, et notamment il y a ce picto sur la remise en température. Donc par rapport à ce qu'on disait sur comment s'adresser aux consommateurs, là vous avez pris la piste la plus utilisée, c'est-à-dire donner l'information simplement directement, Totalement. un temps et une température et un thermostat pour les fours qui n'ont pas la température. Complètement. Là, ça a été le travail un petit peu des manadiers qui nous ont aidés à établir tout ceci. Mais le temps, c'est nous qui l'avons donné bien sûr, mais c'est eux qui ont mis en œuvre. Et aussi avec toutes les informations qu'on peut donner. Donc, et puis derrière, vous avez fait toutes les informations relatives au tri. C'est un emballage en carton, il se recycle entièrement. Vous avez mis tout ce qui est relatif à la composition et aux conditions de conservation. Alors, sur le plan du carton, c'est un emballage qui est
dans un matériau apte au contact alimentaire, mais la tourte elle-même est, pour sa conservation, Elle est sous vide. sous vide. C'est-à-dire qu'elle est sous film. Voilà. Et la durée de conservation est de combien de temps? Bonne question, 24 jours. 24 jours, donc c'est un produit frais. Hein. On a fait également des tests évidemment de vieillissement et tout ce processus qu'il fallait pour homologuer et amener à pouvoir dire on peut mettre 24 jours. Alors je voyais que vous ouvriez des grands yeux quand Thierry Verlet a exposé son Mapopt, mais ça vous donne des idées. Bien sûr, complètement. Ça J'ai permet de écouté simuler. avec attention ce que monsieur a dit. C'est vrai que pour nous, même une petite PME comme la nôtre, on est très attaché à ça. Et aujourd'hui, pour pouvoir mettre un produit sur le marché, il y a toutes ces obligations. Et c'est en fait un petit peu, quelquefois, c'est même un peu un frein. Quelquefois, on a des idées, mais bon, le développement est assez compliqué, surtout pour les petites PME, hein, puisqu'on n'a pas quelqu'un À plein qui travaille temps. pour ça. Oui. Parce qu'en plus, il y a beaucoup d'ingrédients. Donc, chaque ingrédient a Voilà. son rythme, Ça se sa complique. Voilà. physiologie, De plus en plus. et ainsi de suite. Alors, sur le plan du carton, donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cet emballage? Il y a une composition de carton et il y a une qualité d'impression. Alors, oui, il y a plusieurs choses. Donc, on a aussi réfléchi à la problématique qu'avait M. Cousin, puisqu'il a intégré une recette dans son atelier. Donc, l'atelier n'est pas forcément équipé d'une salle de conditionnement. Donc, comme l'usine de Montsûrs possède le process spécifique ELITRA, c'est-à-dire qu'on peut fabriquer des emballages dans une atmosphère propre, le bâtiment est construit pour ça, les machines également. La formation des hommes est extrêmement importante. Ça veut dire concrètement que l'air de l'usine est filtré et qu'il est L'air contrôlé. est filtré, il est sur pression. Il est sur Donc pression. on maîtrise toute la partie pollution externe qui pourrait entrer dans l'usine et donc on la mesure. Donc l'emballage il est alimentaire, mais il est aussi fait sur un process propre. Donc ça permet à M. Cousin d'emmener les emballages au plus près de la ligne de fabrication, de mettre les tourtes qui sont sous vide dedans, sans polluer le reste de l'atelier. Alors au plus près, ça veut dire quoi? Dans une usine agroalimentaire, dans un atelier? Voire de finaliser le conditionnement, une fois sous vide, nous pouvons mettre en carton Tout de suite. directement. Il n'y a pas besoin de passer dans une autre pièce. Et même le montage du carton peut se faire également. Donc c'est livré comment ça chez... Alors, c'est un emballage montage manuel, c'est livré à plat, donc facilité de mise en œuvre, pas d'investissement, donc je crois qu'il y a 4000 tourtes qui ont déjà été vendues depuis le début. Donc l'emballage au carton ondulé pour avoir une très grande résistance, il est recyclable, vous l'avez cité tout à l'heure, mais il y avait aussi une problématique importante, la tourte en elle-même fait 1,2 kg, donc c'est relativement lourd. Oui, donc c'est un produit lourd, hein, c'est ce qu'on n'a pas dit au début, mais c'est lourd. Donc il faut penser à la livraison. Donc il y a des fonctions mécaniques. Il faut aussi penser à la résistance dans le caddie. Oui. Parce que si on met la tourte et qu'on l'écrase, l'aspect beau de la croûte de la tourte est cassé. Donc nous avons un carton en double cannelure qui possède une grande résistance à la flexion. Avec une forte résistance à la compression verticale. Également, parce que nous avons des RCV. doubles murs. Oui. Nous avons fait une boîte Double pâtissière, avec montage double mur, donc elle est extrêmement résistante. Elle peut se refermer. Donc j'ai tout à l'heure parlé du côté client qui peut remettre la tourte après l'avoir mangée partiellement et la remettre dans le réfrigérateur. Donc elle peut servir en consommation fractionnée. C'est ça. L'avantage de la double cannelure pour nous aussi était d'allier une cannelure très fine, 0,8 mm donc d'épaisseur pour avoir un excellent tendu de la couverture extérieure. Donc ça nous permet d'avoir une boîte relativement lisse qui nous a permis d'utiliser un procédé d'impression post-print Flexo HD pour justement mettre en valeur la tourte, bien signifier que c'est une recette qui a été faite par des chefs locaux, utilisant aussi des couleurs contrastées qui permettent de faire l'appel dans le rayonnage. Donc on parlait tout à l'heure du côté marketing, on a un bon produit, maintenant il faut pouvoir le vendre et il faut pouvoir le faire goûter puisque c'est un produit nouveau. C'est pas une reprise d'une recette existante en Mayenne, c'est un produit qui a été développé en 2015. Donc il faut le faire connaître. Autre avantage, donc le contact alimentaire, on l'a cité tout à l'heure. Donc côté blanc intérieur également. Donc la composition du carton est adaptée à l'application pour les rillettes goronaises. Complètement. Le fait que ça soit un intérieur blanc est tout à fait c'est plus un gage de propreté pour le client qui voit que la boîte n'est pas souillée.
Donc c'est plus vendeur que mettre un emballage, j'en ai cru. Alors quand vous êtes lancé dans le projet, Jean-Rémy Cousin, vous attendiez à tout ça? Oui et non, en fait. Non, pas vraiment. C'est vrai, il y a eu un engouement et on est assez surpris du développement. Et je pense que l'emballage, on est pour quelque chose quelque part. C'est indéniable. À un moment, vous avez intégré complètement que si le produit devait aller jusqu'au bout de sa logique de qualité, il fallait que le consommateur en perçoive la qualité par l'emballage. Totalement. Dans la grande consommation. Parce que voilà, là, moi je parle bien de la GMS, voilà, où il n'y a pas d'argument. Voilà, il n'y a pas d'argument. Le client passe avec son caddie. Et... Donc on en revient à l'argument du vendeur silencieux qui est à l'origine de l'emballage. Donc l'emballage, ça attire, et ça attire l'œil forcément. Le graphisme, la qualité d'impression, tout ça, ça a été fait comment? Alors oui, on est parti d'une maquette proposée par Monsieur Cousin et on l'a adoptée à la Flexo HD. Donc on est en 85. Alors HD, c'est haute définition, je suppose. Haute définition, tout à fait. Oui, pour la qualité photo, mais il y a aussi l'aplat. On a fini avec un vernis pour que l'emballage soit plus brillant et fasse un côté plus sexy pour la vente. Est-ce que ça vous a donné des idées, tout ça? Totalement, ça nous renforce, nous ayant une petite PME agro, l'emballage est indéniable pour pouvoir commercialiser ses produits, c'est incontournable. Alors que c'est étonnant parce qu'on parle de suremballage, on parle de trop d'emballage, mais on voit bien qu'un produit non mal emballé ou très peu emballé ou mal emballé surtout, c'est plus difficile de le vendre. Donc un juste emballage, c'est un emballage qui remplit bien sa fonction, voilà. C'est un emballage réussi. Voilà. Mais avec un beau visuel. Avec un beau visuel. Est-ce que, la Mayenne, c'est un département très, très sympathique. Est-ce que ça vous suffit comme zone de vente? Alors, est-ce que vous pourriez vous lancer sur le e-commerce? Est-ce que vous pourriez, sur le commerce électronique, est-ce que vous pourriez vendre ça sur des marchés lointains? C'est la tourte mayonnaise. Voilà. Effectivement. Mais il faut faire connaître ça. Totalement. Mais c'est ce qu'on essaie de faire savoir, en fait, c'est que les gens l'emportent et l'exportent un petit peu, quoi, je veux dire. C'est l'idée. Mais l'idée de départ, c'était vraiment de vendre quand même dans la GMS locale. D'accord. Et ce sera quand même difficile de vendre ce produit, par exemple, dans la région parisienne, plus compliqué. C'est vrai que le Conseil général de la Mayenne nous a aidés aussi au lancement du produit. Donc, le concours, à l'origine, était de France Bleu, mais on a quand même comme gros sponsor le Conseil général de la Mayenne. Ce qui peut-être, on peut dire à ce stade, c'est qu'on dit souvent qu'il faut revenir aux produits locaux, aux circuits courts, mais que l'emballage n'est pas l'ennemi des circuits courts et des produits locaux. Ça va ensemble et c'est complémentaire. Tout à fait. En Mayenne, on a aussi d'autres chefs cuisiniers ou d'autres industriels qui veulent montrer que le produit est élaboré et que l'emballage aussi provient de la Mayenne. On peut avoir quelques idées de quantité aujourd'hui de ce type on vend environ 200 pièces la semaine. 200 pièces la semaine dans les grandes surfaces. Dans les grandes surfaces par rapport à un marché que vous ne connaissiez pas avant de vous lancer. D'accord. Thierry? Bon, moi j'ai noté qu'en Mayenne, on ne sortait pas sans sa tourte. C'est chose assez formidable. Voilà, et c'est un nouveau produit qui est né d'un concours, c'est-à-dire que c'est vraiment une création. Ça a été bien un concours au départ. Voilà, j'ai bien vu que vous aviez mis le logo de France Bleu. France Bleu, le Conseil général, et puis Made in Mayenne 53. Eh bien, merci à tous. Merci. Il me reste à vous souhaiter un bon salon. Donc Thierry Varlet de Bresspac, merci beaucoup. Christophe Charrois de Multivac, Christian Bénédicte de Micvac, François Rioux des Bains Laitiers et Jean-Rémy Cousin des Rillettes Goronaises. Merci beaucoup. Merci à tous et bon salon.